Abonnez-vous à Confession interdite. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Ma fille était assise à côté de moi à la table de la cuisine, balançant ses jambes sous la chaise comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse, silencieuse, observatrice, faisant semblant de ne pas regarder les adultes. Mon père se tenait derrière moi, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Il a posé une tasse de café fraîche devant moi avec cette même gentillesse de façade qu'il utilisait en public, celle qui faisait croire aux inconnus qu'il était un homme généreux. Puis ma fille a tiré sur ma manche. De petits doigts pressants. Maman, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés. Ne bois pas ça. J'ai tourné légèrement la tête, en prenant soin de ne pas rendre la chose évidente. Quoi, ai-je murmuré. Elle s'est penchée plus près, la voix tremblante. Papy a versé quelque chose dedans. Je l'ai vu. Il l'a fait quand tu as regardé ailleurs. Ma main a hésité au-dessus de la tasse. Le café avait l'air normal. De la vapeur s'en échappait, la surface était sombre, un léger reflet du plafonnier, rien ne flottait, rien d'étrange. Mais ma fille n'était pas le genre d'enfant qui inventait des choses. Elle était du genre à remarquer ce que les adultes manquaient, capable de vous dire quel chien du quartier aboyait la nuit et lequel ne le faisait pas, qui retenait les détails parce qu'elle ne se sentait pas assez en sécurité pour se détendre. J'ai posé ma main sur la soucoupe au lieu de la tasse. De l'autre côté de la table, ma mère souriait comme si elle n'avait rien entendu, comme si le monde était calme, que tout le monde était en famille et que rien de mauvais n'arrivait jamais derrière les portes closes. Mon père a appuyé sa hanche contre le comptoir et m'a observé avec un léger sourire en coin, comme s'il attendait que je réagisse de la manière qu'il pouvait prédire. Bois, dit-il légèrement. Tu as l'air épuisé. Je me suis forcé à sourire et j'ai gardé une voix douce. Je le suis. Il a incliné la tête, puis a cessé de jouer l'attention. Les doigts de ma fille se sont resserrés autour de ma manche. Ses petits ongles s'enfonçaient dans ma peau. J'ai baissé les yeux vers elle. Elle essayait d'être courageuse. Elle essayait de ne pas pleurer. Elle essayait de ne pas mettre papy en colère en l'accusant à voix haute. J'ai pris une décision à cette seconde précise. Je ne donnerai pas à mon père le plaisir d'une scène. Les gens comme lui se nourrissent des scènes. J'ai soulevé la tasse d'une main, non pas pour boire, mais juste pour la déplacer. Et je l'ai reposée un peu plus loin. Puis je me suis levé lentement et j'ai pris la main de ma fille. On va faire une course rapide, ai-je dit d'un ton amical et décontracté. Le sourire de ma mère a vacillé. Maintenant? Oui, ai-je dit. Maintenant. Les yeux de mon père se sont plissés, toujours avec ce sourire en coin. Tu es dramatique. Je n'ai pas argumenté. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas prononcé les mots que ma fille avait chuchotés. J'ai simplement pris la tasse par l'anse, stable comme un roc, et je me suis dirigé vers l'évier comme si j'allais la rincer. Au lieu de cela, j'ai attrapé un sac de congélation propre dans le tiroir, j'y ai glissé la tasse comme s'il s'agissait de restes, et je l'ai scellé. Le sourire de mon père a vacillé. Qu'est-ce que tu fais? Rien, ai-je dit plaisamment. Je range juste un peu. Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise, soudain alerte. Pourquoi tu emportes ça? Je l'ai regardée comme si elle avait posé une question stupide. Parce que c'est ma tasse. Ma fille a serré ma main plus fort. Mon père a fait un pas de plus. Sa voix a baissé, toujours douce mais plus tranchante en dessous. Assieds-toi, a-t-il dit. Arrête de faire des histoires. J'ai croisé son regard et j'ai gardé mon sourire. Je reviens tout de suite, ai-je dit comme si je parlais à un collègue difficile, et non à mon père. Puis j'ai pris ma fille, mes clés et la tasse scellée, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne me suis pas retourné. Dans la voiture, ma fille a commencé à respirer rapidement. De petits hoquets, comme si elle avait retenu la panique à l'intérieur de sa poitrine et qu'elle s'échappait enfin. Ça va, lui ai-je dit, la voix basse. Tu as fait ce qu'il fallait. Ses yeux étaient humides. Il l'a fait vite, a-t-elle chuchoté. Il pensait que je ne voyais pas. J'ai gardé ma main stable sur le volant. La route devenait légèrement floue parce que mes yeux voulaient brûler, mais je ne les laissais pas faire. Dis-moi exactement ce que tu as vu, ai-je dit. Elle a dégluti. Il avait un petit. Un tout petit truc comme une minuscule bouteille. Il l'a ouverte et l'a penchée. Et puis il a remué. Une minuscule bouteille.
J'ai senti mon estomac se glacer, mais ma voix est restée calme. Tu es en sécurité, ai-je répété. Je t'écoute. Elle a hoché la tête rapidement. Il m'a regardé après. Comme s'il savait que j'avais vu. C'est ça qui a tout déclenché. Pas le café, pas la bouteille. Ce regard, parce qu'il signifiait l'intention. Nous sommes allés directement aux urgences. Pas aux soins immédiats. Pas chez un médecin de famille. Aux urgences, où tout est enregistré, tout est chronométré, tout a une chaîne de traçabilité. À l'intérieur, l'air sentait l'antiseptique et les gens fatigués. La télé de la salle d'attente diffusait quelque chose de joyeux que personne ne regardait. Au guichet, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas perdu en explications. J'ai posé la tasse scellée sur le comptoir et j'ai dit, j'ai besoin que ceci soit testé. Mon enfant a vu quelqu'un mettre quelque chose dans mon café. L'expression de l'infirmière a changé instantanément. Pas de peur, pas de drame, juste un sérieux professionnel. En avez-vous bu, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Pas une gorgée. Des symptômes, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Mais je veux que ce soit documenté. Elle a hoché la tête une fois. D'accord, on va vous emmener à l'arrière. Un médecin nous a rencontrés dans une petite pièce avec un rideau à la place de la porte. Il a d'abord parlé doucement à ma fille, lui a demandé son nom, lui a demandé si elle se sentait en sécurité avec moi. Elle a hoché la tête, les yeux rivés sur ma main comme si c'était son encre. Puis il s'est tourné vers moi. Vous avez bien fait de venir ici, a-t-il dit. Nous allons gérer cela correctement. Il n'a pas touché la tasse à main nue. Il a utilisé des gants. Il l'a scellée dans un plus grand sac de type preuve avec une étiquette et un horodatage, puis a appelé quelqu'un que je n'ai pas reconnu, un technicien de laboratoire peut-être, et a dit, nous avons besoin d'une analyse. Prioritaire. La façon dont il a dit prioritaire m'a donné des picotements. Est-ce normal, ai-je demandé doucement. Il m'a regardé un instant, évaluant la situation. Ce n'est pas normal, a-t-il dit, mais ce n'est pas inouï. L'important, c'est que vous ne l'ayez pas bu. Il a quand même ordonné des contrôles de base parce que le protocole est le protocole, et m'a demandé à nouveau calmement de nommer qui avait eu accès à la boisson avant qu'elle ne m'atteigne. Je n'ai pas dit que mon père avait essayé de m'empoisonner. J'ai dit que mon père l'avait manipulé quand j'avais le dos tourné. Le médecin l'a noté sans commentaire. Des heures ont passé dans ce temps étrange des urgences où rien ne se passe et puis tout se passe d'un coup. Ma fille s'est endormie blottie contre mon flanc. J'ai fixé le mur. Je regardais la porte chaque fois que des pas passaient, m'attendant à ce que mon téléphone s'allume avec les noms de mes parents. Quand cela s'est finalement produit, je n'ai pas répondu parce que je n'en avais pas besoin. Ils savaient ce qu'ils avaient fait et ils savaient pourquoi j'étais parti. Une infirmière est entrée vers la fin de l'après-midi et a dit, le médecin sera bientôt de retour. Le laboratoire a appelé. Le laboratoire a appelé, ai-je répété. Elle a hoché la tête, le visage prudent. Oui. Une minute plus tard, le médecin est revenu, mais il n'était pas seul cette fois. 2 autres membres du personnel sont entrés avec lui. L'un d'eux portait un dossier. L'autre avait cette posture calme et alerte qu'à la sécurité de l'hôpital quand ils essaient de ne pas alarmer les gens. Le médecin a fermé le rideau, a regardé l'imprimé dans sa main et s'est immobilisé. Puis il a levé les yeux vers moi, et l'atmosphère de la pièce a complètement changé. Madame, a-t-il dit doucement. Je dois vous poser une question très sérieuse. Mon cœur a battu un coup fort. Oui, ai-je chuchoté. Il a tenu le papier plus fermement, comme s'il ne voulait pas qu'il tremble. Votre père essayait-il de vous rendre malade, a-t-il dit. Ou essayait-il de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas? La question du médecin ne ressemblait pas à de la curiosité. Elle ressemblait à un avertissement. Votre père essayait-il de vous rendre malade? A-t-il demandé. Ou essayait-il de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas? Pendant une seconde, je n'ai pas pu répondre parce que la vérité était que je ne savais pas quelle version était la pire. J'ai baissé les yeux vers ma fille. Elle était à moitié endormie contre mon bras, ses petits doigts enroulés autour de ma manche comme si elle avait peur que je disparaisse si elle lâchait prise. Je ne sais pas, ai-je dit doucement, mais il voulait que je le boive. Le médecin a hoché la tête une fois, puis a jeté un coup d'œil à l'imprimé. Le papier ne tremblait pas dans ses mains, mais son visage avait changé, comme s'il était passé de l'inquiétude au protocole. Il a baissé la voix.
Le laboratoire a trouvé une substance dans le café qui n'est pas de la nourriture, a-t-il dit. C'est compatible avec un médicament destiné à altérer la vigilance. Altérer la vigilance. Une phrase propre pour quelque chose de laid. Ma gorge s'est asséchée. Donc si je l'avais. Si vous l'aviez consommé, m'interrompit-il doucement. Vous auriez pu paraître confuse, instable, peut-être sous sédatif. Cela aurait pu être interprété comme une intoxication ou une instabilité. Je l'ai fixé et soudain, le comportement de mon père à table a pris un sens qui m'a glacé le sang. Le sourire en coin, l'insistance, bois. Tu es épuisé. Arrête d'être tendu. Comme s'il voulait me faire franchir une ligne où je ne pourrais plus contrôler l'apparence de mon visage ou le son de mes paroles. Comme s'il voulait que mon corps me trahisse. Avez-vous une ordonnance pour quelque chose comme ça, a demandé le médecin. Non, ai-je dit. Rien. Des antécédents d'évanouissement, de crise de panique, de problèmes de substance, n'est-ce pas, a-t-il demandé, prudent, pas accusateur. Non, ai-je répété. Aucun. Il a hoché la tête à nouveau. D'accord. Puis il a regardé ma fille. Chérie, a-t-il dit doucement. Peux-tu me dire ce que tu as vu? Juste avec tes mots. Ma fille a dégluti. Ses yeux se sont tournés vers moi, demandant la permission sans parler. J'ai serré sa main. Tu es en sécurité, ai-je chuchoté. Dis juste la vérité. Elle a pris une inspiration tremblante. Il avait une minuscule bouteille, a-t-elle dit. Il l'a versée quand maman ne regardait pas. Puis il a remué. Le médecin n'a pas réagi émotionnellement. Il l'a noté, précis et rapide. Puis il s'est tourné vers le membre du personnel à côté de lui, celui avec le dossier. J'ai besoin que ceci soit documenté comme un incident de sécurité du patient, a-t-il dit. Et je veux que la sécurité de l'hôpital soit notifiée, non pas parce qu'elle est en danger ici, mais parce que la personne impliquée pourrait tenter de prendre contact. Mon estomac s'est serré. Il pourrait venir ici. L'expression du médecin ne s'est pas adoucie. Les gens qui font ça, a-t-il dit prudemment, essaient souvent de contrôler l'histoire par la suite. Contrôler l'histoire. Mon père vivait pour ça. Il ne voulait pas seulement des résultats. Il voulait le récit qui rendait le résultat justifié. J'ai senti une colère chaude et calme monter dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix stable. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Le médecin a jeté un coup d'œil à l'imprimé à nouveau, comme s'il voulait choisir des mots qui n'effraieraient pas ma fille. Deux choses, a-t-il dit. Premièrement, nous gardons l'échantillon scellé et documenté. La chaîne de traçabilité reste intacte. Deuxièmement, nous faisons un signalement. Un signalement à qui, ai-je demandé. Il a hésité. Juste une fraction de seconde, puis a répondu honnêtement. Selon la juridiction, a-t-il dit, les forces de l'ordre peuvent être notifiées car cela implique un enfant témoin et une altération potentielle d'une boisson. Ma fille a tressailli à ces mots. J'ai caressé ses cheveux sans quitter le médecin des yeux. D'accord, ai-je dit. Faites-le. L'un des membres du personnel est sorti pour passer des appels. L'autre est resté près du rideau, observant calmement. Le médecin a baissé la voix à nouveau. Je dois vous demander autre chose, a-t-il dit. Votre père a-t-il une raison de vouloir vous faire paraître inapte, confuse, dangereuse? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que le pire n'était pas que j'avais des raisons. Le pire, c'était que j'en avais trop. Mon père poussait les limites de ma vie depuis des années. Ma maison, mes finances, mes choix, toujours avec le même sourire, toujours avec le même message sous-jacent. Tu n'as pas le contrôle. C'est moi qui l'ai. Et dernièrement, il était devenu plus direct. Il laissait entendre que j'étais trop émotive, que je n'étais pas stable, que peut-être ma fille serait mieux avec le soutien de la famille. Soutien de la famille. Ce qu'il voulait dire, c'était sous son toit, sous ses règles. Il essaie d'avoir accès à des choses, ai-je dit prudemment. L'argent, les décisions, ma fille. Les yeux du médecin se sont aiguisés. La garde? J'ai dégluti. Pas formellement, mais il prépare le terrain. Le médecin n'avait pas besoin d'en savoir plus. Il a hoché la tête une fois comme s'il avait déjà entendu la même forme d'histoire auparavant. Alors votre instinct de venir ici immédiatement était le bon, a-t-il dit. Parce que si vous l'aviez consommé et que vous vous étiez comporté différemment, cela aurait pu être utilisé contre vous. Un frisson m'a parcouru.
Mon téléphone a vibré dans ma poche comme pour lui répondre. Je l'ai sorti et j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran. Puis une autre vibration. Mon père. Puis un texto de ma mère. Où l'as-tu emmené? Réponds maintenant. Un autre de mon père. Tu vas regretter cette petite comédie. Comédie? Il présentait déjà ça comme un drame. Je n'ai pas répondu. J'ai juste montré l'écran au médecin. Sa mâchoire s'est légèrement serrée. Sauvegardez-les. Oui, a-t-il dit. N'entrez pas dans leur jeu. Une minute plus tard, le rideau a bougé à nouveau et un homme est entré dans la pièce, pas en blouse blanche. Sécurité de l'hôpital, posture calme et stable, main visible, yeux scannant tout d'une manière qui me disait qu'il avait déjà été briefé. Madame, a-t-il dit calmement. Je suis ici pour m'assurer que personne ne vous approche, vous ou votre enfant, sans votre consentement. Quelqu'un a-t-il essayé de vous contacter en personne pour l'instant? Pas encore, ai-je dit. Il a hoché la tête. Si votre père apparaît, nous ne le laisserons pas entrer. Ma fille s'est serrée contre moi, soudainement réveillée. Est-ce que papy vient, a-t-elle chuchoté. Non, lui ai-je dit en effleurant sa joue avec mon pouce. Pas ici. Le médecin s'est penché, la voix basse. Encore une chose, a-t-il dit. Si votre père avait l'intention de vous faire paraître drogué, il pourrait aussi essayer de créer un dossier en appelant quelqu'un en premier. Mon estomac a sombré. Appeler qui, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Le médecin n'a pas répondu, mon téléphone l'a fait. Un nouveau numéro a clignoté sur mon écran, inconnu. J'ai répondu, le cœur stable, mais froid. Allô. Une voix de femme s'est fait entendre, professionnelle et prudente. Bonjour, a-t-elle dit. C'est l'aide sociale à l'enfance. Nous avons reçu un signalement indiquant que vous pourriez être sous l'emprise de substances et incapable de vous occuper de votre fille en toute sécurité. Mon sang s'est glacé parce que mon père n'essayait pas de gagner une dispute. Il essayait de prendre mon enfant. Et puis elle a ajouté doucement, comme si elle ne voulait pas m'alarmer mais ne pouvait pas éviter la vérité, et le rapport dit qu'il y a une préoccupation urgente parce que vous avez été vu partant avec une tasse et agissant de manière instable. Et votre père attend pour nous parler. Pendant une demi-seconde, je n'ai rien pu entendre d'autre que le sang affluer à mes oreilles. Aide sociale à l'enfance, ai-je répété doucement. Vous avez reçu un signalement. Oui, a dit la femme prudemment. Nous sommes obligés de faire un suivi. Êtes-vous actuellement avec votre enfant? J'ai baissé les yeux vers ma fille qui me fixait avec de grands yeux comme si elle pouvait sentir le danger même sans pouvoir le nommer. Oui, ai-je dit. Nous sommes aux urgences. Un médecin est avec nous et j'ai des documents. Il y a eu une petite pause sur la ligne. D'accord, a dit la travailleuse sociale, le ton changeant légèrement. Toujours officiel mais moins suspicieux. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes aux urgences? J'ai gardé ma voix stable et factuelle. Parce que mon enfant a vu mon père mettre quelque chose dans mon café, ai-je dit. J'ai apporté la boisson ici scellée. Le laboratoire l'a testé. Le médecin a documenté le résultat. Silence. Puis la travailleuse sociale a parlé à nouveau. Plus lentement maintenant. Vous dites que vous ne l'avez pas bu, a-t-elle clarifié. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu. Je suis parti immédiatement. Avez-vous des antécédents de consommation de drogue, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Des antécédents de violence domestique ou de problèmes de substance au domicile, a-t-elle demandé. Non, ai-je répété. Mais j'ai des antécédents de parents essayant de me contrôler, et j'ai les messages. La travailleuse sociale a expiré doucement. D'accord, a-t-elle dit. Je dois parler avec le personnel médical là où vous êtes. Pouvez-vous me donner le numéro du poste des infirmières? Oui, ai-je répondu. Et vous pouvez parler avec le médecin qui est dans la pièce en ce moment même. J'ai regardé le médecin. Il écoutait, le visage tendu, les yeux concentrés. Il s'est approché et a tendu la main. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je le lui ai tendu. C'est le docteur Mercier, a-t-il dit calmement. Je suis le médecin traitant. Le ton de la travailleuse sociale a changé immédiatement. Plus précis, plus sérieux. Docteur, a-t-elle dit, nous avons reçu un signalement d'incapacité du tuteur et d'enlèvement dangereux d'un enfant. La partie signalante affirme que la mère est instable et... Le médecin l'a coupé, poli mais ferme. Il n'y a aucune preuve d'incapacité, a-t-il dit.
La mère a présenté un échantillon de boisson scellée. Le laboratoire a trouvé une substance sédative compatible avec des médicaments. Elle ne l'a pas ingérée. Ceci est documenté. Un battement de silence. Puis la travailleuse sociale a dit doucement, « Vous dites que la boisson a été altérée. » « Oui, » a répondu le médecin. « Et un enfant en a été témoin. » Une autre pause. « L'enfant est-il en sécurité avec sa mère ?» a demandé la travailleuse sociale. « Oui » a dit le médecin immédiatement. La mère a agi de manière protectrice et appropriée. Elle est venue ici pour documentation et sécurité. La travailleuse sociale s'est tue à nouveau, assez longtemps pour que je puisse l'imaginer en train d'écrire, de recalibrer, de voir la forme de la situation pour ce qu'elle était. Puis elle a dit prudemment, « Docteur, avez-vous des inquiétudes concernant le comportement de la partie signalante ?» Le médecin n'a pas hésité. « J'ai des inquiétudes concernant des représailles et de la coercition, a-t-il dit. La sécurité de l'hôpital est impliquée. » La travailleuse sociale a expiré. « D'accord, a-t-elle dit. Merci. Nous allons rediriger notre réponse. » Rediriger. Ce mot a semblé être une porte qui s'ouvrait. Le médecin m'a rendu le téléphone. La travailleuse sociale m'a parlé à nouveau, sa voix différente maintenant, moins accusatrice, plus alerte. « Madame, a-t-elle dit, qui a fait le signalement ? » Je n'ai pas deviné. « Je sais, ai-je dit calmement. »« Mon père. » Elle a fait une pause. « Est-il avec le grand-père de l'enfant ? Y a-t-il un autre tuteur impliqué ? » Non, ai-je dit. C'est le grand-père maternel de l'enfant. C'est la personne qui a altéré la boisson. Silence à nouveau. Puis elle a dit, « Madame, avez-vous le nom et l'adresse où cela s'est produit ? » Oui, ai-je répondu. Et j'ai des textos de lui et de ma mère datant d'il y a quelques minutes. Gardez tout, a-t-elle dit. Ne répondez pas et ne leur permettez pas d'accéder à votre enfant. La petite main de ma fille a serré la mienne. J'ai embrassé le sommet de sa tête lentement, gardant mon visage calme pour elle. Puis la travailleuse sociale a ajouté quelque chose qui a de nouveau serré mon estomac. Nous avons également reçu un deuxième appel, a-t-elle dit, de quelqu'un prétendant être votre mère. Elle a dit que vous étiez mentalement instable et que votre père a une preuve vidéo. Preuve vidéo ? J'ai senti une colère froide fleurir dans ma poitrine. De quoi, ai-je demandé, la voix stable. Elle prétend que vous avez quitté la maison en panique, a dit la travailleuse sociale, et que vous étiez menaçante et irrationnelle. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme un souffle. Bien sûr, mon père a essayé de droguer mon café et a ensuite essayé de filmer ma réaction pour me faire paraître instable. Et ma fille avait été le témoin qui avait ruiné son plan. Madame, a continué la travailleuse sociale, nous devrons peut-être faire une vérification de sécurité en personne, mais sur la base de la vérification médicale, elle serait axée sur le soutien et la documentation, pas sur le retrait de l'enfant. Soutien et documentation. C'est ce que je voulais, un dossier, une trace écrite qui survivrait au charme de mon père. D'accord, ai-je dit. Je suis ici, et l'hôpital peut tout confirmer. La voix de la travailleuse sociale est restée calme. Vous sentez-vous en sécurité pour retourner à votre domicile ce soir, a-t-elle demandé. J'ai hésité. Parce que je ne savais pas si mon père était prêt à altérer une boisson devant un enfant. Qu'était-il prêt à faire d'autre quand son plan échouait ? Je ne sais pas, ai-je admis. Alors ne retournez pas dans cette maison, a-t-elle dit fermement. Restez là où vous êtes en sécurité. Si vous avez besoin d'un placement d'urgence ou d'une ordonnance de protection, nous pouvons coordonner avec les forces de l'ordre. Ordonnance de protection. Force de l'ordre. Les mots semblaient irréels, comme s'ils appartenaient à la vie d'autres personnes. Mais ma vie venait d'y être entraînée. Comme sur un signal, mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau texto de mon père. La protection de l'enfance arrive. Tu es fini. J'ai fixé le message, puis un autre de ma mère. On la prend avant que tu ne la détruises. Mes mains sont devenues froides. Et puis l'infirmière à la porte a parlé doucement, les yeux écarquillés. Madame, a-t-elle chuchoté. Il y a un homme à la réception qui demande après vous par votre nom. Mon estomac a chuté. Est-ce de la famille, ai-je demandé. L'infirmière a hésité. Il dit qu'il est votre père, a-t-elle dit. Et il insiste sur le fait qu'il doit parler à votre médecin parce que vous faites une crise. Le souffle de ma fille s'est coupé.
Je me suis levé lentement et j'ai senti tout mon corps se rigidifier. Parce que mon père n'avait pas juste essayé d'empoisonner une boisson. Il essayait maintenant d'entrer dans un hôpital et de réécrire l'histoire devant des professionnels. Et si je gérais mal ça, si je pleurais, si je tremblais, si je haussais la voix, il l'utiliserait. Alors, j'ai fait la seule chose qui vous protège de quelqu'un comme lui. J'ai plongé la main dans mon sac, sorti mon téléphone, ouvert la caméra et appuyé sur enregistrer. J'ai tenu mon téléphone bas, enregistrant sans que ce soit évident. Pas parce que je voulais du drame, parce que je voulais la vérité avec un horodatage. L'infirmière hésitait près du rideau, ne sachant pas quoi faire. C'est bon, lui ai-je dit doucement. S'il vous plaît, ne le laissez juste pas venir ici. Ses yeux se sont tournés vers ma fille. Elle a hoché la tête et est sortie pour parler à quelqu'un. Le médecin m'a regardé. Vous faites ce qu'il faut, a-t-il dit calmement. On s'occupe de ça. La sécurité de l'hôpital était déjà en mouvement. Je pouvais entendre des pas et les murmures doux des radios à l'extérieur du rideau. Ma fille s'accrochait à mon côté, petite et tremblante. Est-ce que papy est fâché, a-t-elle chuchoté. Il n'entre pas, ai-je dit en embrassant son front. Tu es en sécurité. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. La protection de l'enfance. J'ai répondu, voix contrôlée. Il est là, ai-je dit avant qu'elle ne puisse parler. Mon père est à la réception de l'hôpital et exige l'accès. Le ton de la travailleuse sociale s'est aiguisé instantanément. Ne le laissez pas approcher votre enfant, a-t-elle dit. Mettez la sécurité de l'hôpital entre vous et lui. Je contacte les forces de l'ordre également. J'ai dégluti. D'accord. Le médecin a pris mon téléphone un instant et a parlé directement dedans. Calme, clinique. C'est le docteur Mercier. La patiente et l'enfant sont en sécurité. La partie signalante est arrivée et tente d'entrer en contact. La sécurité de l'hôpital est engagée. La travailleuse sociale n'a pas hésité. Docteur, veuillez documenter sa présence et ses déclarations, a-t-elle dit. Nous avons besoin de ça. Documenter sa présence et ses déclarations. Ce mot documenter était ma bouée de sauvetage parce que le pouvoir de mon père n'était pas la force physique. C'était la capacité de jouer l'inquiétude de manière si convaincante que les gens doutent de vous avant de douter de lui. Le rideau a bougé et un garde de sécurité est entré. D'âge moyen, posture calme et stable, aucune émotion sur son visage. Le genre de personne en qui vous avez confiance parce qu'il n'essaie pas d'être un héros. Madame, a-t-il dit calmement. Votre père est à la réception. Il exige de vous voir, vous et le médecin. Nous lui avons dit non. Il refuse de partir. La mâchoire du médecin s'est serrée. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Le garde a vérifié sa radio, puis a répondu. Il prétend que vous êtes instable, a-t-il dit. Il dit au personnel que vous êtes sous influence et que vous avez kidnappé votre propre enfant. Kidnappé? Ma peau est devenue froide. Parce que ce mot n'est pas juste une insulte. C'est un levier. Un mot conçu pour déclencher une réponse des systèmes, de la police, de la protection de l'enfance, des protocoles hospitaliers. Le médecin a regardé le garde. Il ne revient pas ici, a-t-il dit fermement. Le garde a hoché la tête. Pas à moins que vous ne l'autorisiez. Je ne l'autorise pas, a dit le médecin. La voix de mon père s'est soudain élevée dans le couloir à l'extérieur, étouffée mais forte. J'ai des droits, criait-il. C'est ma petite fille. Ma fille a tressailli si fort qu'elle a failli pleurer. J'ai continué à enregistrer. Ma main n'a pas tremblé. J'ai refusé de donner à mon père ne serait-ce qu'une seconde de preuve que je perdais le contrôle. Le médecin m'a regardé, la voix basse. Avez-vous une ordonnance restrictive, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Alors nous en créons une, a-t-il répondu calmement. Il est sorti brièvement pour parler à la réception tandis que le garde de sécurité restait près de notre rideau comme un mur. Une minute plus tard, le médecin est revenu, le visage tendu. Il monte en pression, a-t-il dit. Il prétend qu'il a la preuve que vous êtes dangereuse. Il dit qu'il va appeler la police à nouveau. À nouveau? Bien sûr. Il avait déjà appelé la protection de l'enfance. Maintenant, il voulait la police aussi. Il voulait plusieurs agences, plusieurs dossiers, plusieurs chances de m'étiqueter comme instable. Mais il avait mal calculé une chose. Il ne contrôlait pas les résultats du laboratoire.
Il ne contrôlait pas la chaîne de traçabilité. Il ne contrôlait pas le témoin assis à côté de moi. Petite, terrifiée, mais honnête. Et il ne contrôlait pas comment les hôpitaux traitent les menaces quand il y a de la documentation. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Ouvrez le rideau. Nous sommes là. Puis un autre message de ma mère. Tu fais honte à la famille. Donne-la nous. J'ai fixé les mots et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas une question de sécurité. C'était une question de possession. Ma fille, mon obéissance, mon silence. On a frappé au cadre du rideau. Doux, officiel. Le garde de sécurité a soulevé légèrement le rideau et un officier de police en uniforme est apparu. Il n'est pas entré de manière agressive. Il ne m'a pas traité comme une suspecte. Il a regardé ma fille, puis moi, et a gardé ses mains visibles. Madame, a-t-il dit calmement. Je suis l'agent Moreau. Nous avons reçu un appel concernant une possible situation familiale. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Ses yeux se sont tournés vers le médecin. Docteur, pouvez-vous confirmer si elle semble sous influence? Le médecin a répondu immédiatement. Elle n'est pas sous influence, a-t-il dit. Nous avons des preuves documentées d'une tentative d'altération de boisson. Elle a agi de manière appropriée et a apporté l'échantillon scellé. L'expression de l'agent a légèrement changé. Pas un choc, mais de la concentration. Qui l'a altéré, a-t-il demandé. Je n'ai pas pointé du doigt dramatiquement. Je n'ai pas ragé. Je suis resté factuel. Mon père, ai-je dit. Mon enfant en a été témoin. L'agent Moreau a baissé les yeux vers ma fille doucement. Chérie, a-t-il dit doucement. As-tu vu quelque chose arriver à la boisson de ta maman? La lèvre de ma fille a tremblé. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'ai serré sa main une fois. C'est bon, ai-je chuchoté. Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Oui, a-t-elle dit doucement. Il a versé quelque chose. Je l'ai vu. La mâchoire de l'agent s'est serrée. Il m'a regardé à nouveau. Votre père est-il ici à l'hôpital, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. À la réception. L'agent a hoché la tête une fois, et quelque chose dans son attitude a changé. Moins une vérification de bien-être, plus la gestion d'une menace. Je vais aller lui parler, a-t-il dit. Voulez-vous entrer en contact avec lui? Non, ai-je dit immédiatement. Aucun contact. Il a hoché la tête. D'accord. Puis il a posé la question qui a changé toute la direction de la nuit. Vous sentez-vous en sécurité pour retourner dans cette maison? J'ai regardé ma fille et j'ai senti ma voix devenir plus froide. Non, ai-je dit. L'agent Moreau s'est tourné vers le garde de sécurité. Gardez-les ici, a-t-il dit. Personne ne les approche. Puis il m'a regardé à nouveau. Madame, a-t-il dit, je vais poser une question directe à votre père, et en fonction de ce qu'il dira, nous pourrions prendre des mesures ce soir. Mon estomac s'est serré. Quelle question, ai-je demandé. Les yeux de l'agent étaient stables. Je vais lui demander, a-t-il dit, pourquoi il est venu dans un hôpital en insistant sur le fait que sa fille est instable. Alors que le résultat du laboratoire dit que sa boisson a été altérée. Il a fait une pause. Et s'il me ment ici devant la caméra avec le personnel de l'hôpital à l'écoute, sa voix a baissé. Cela devient une situation très différente. Et alors qu'il sortait, j'ai entendu la voix de mon père s'élever à nouveau dans le couloir. Forte, en colère, théâtrale. Elle ment. Elle a toujours été instable. Puis une deuxième voix s'est jointe. Celle de ma mère, plus aiguë et désespérée. Nous sommes les grands-parents. Nous avons des droits. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon père était entré dans le mauvais bâtiment pour essayer son jeu habituel parce que les hôpitaux ne se soucient pas du charme. Ils se soucient de la documentation. Et je l'avais. De l'intérieur de la pièce au rideau tiré, je pouvais entendre la zone de réception comme si c'était une scène au bout du couloir. La voix de mon père était forte et répétée. Chaque phrase conçue pour un public. La voix de ma mère était aiguë, implorante, indignée. Et en dessous de deux se trouvait le même message. Nous contrôlons ça. Nous la possédons. Nous possédons cet enfant. L'agent Moreau n'a pas élevé la voix.
Je ne pouvais pas entendre ces mots clairement au début, juste le rythme calme des questions. Puis la voix de mon père a grimpé. Comment osez-vous me parler comme ça? Je suis son père. Une pause. Puis la voix de l'agent Moreau a traversé, plus claire maintenant. Monsieur, a-t-il dit, je vais vous demander à nouveau. Pourquoi êtes-vous venu dans cet hôpital en prétendant que votre fille était sous influence alors que le médecin a documenté un échantillon de boisson contaminée? Silence, juste un battement. Puis mon père a fait ce qu'il fait toujours quand il est piégé. Il a essayé de retourner la situation. Elle l'a contaminée elle-même, a-t-il crié. Elle fait ça pour attirer l'attention. Elle est mentalement instable. Elle. L'agent l'a interrompu fermement. Monsieur, a-t-il dit. L'échantillon a été scellé à l'arrivée et manipulé par le personnel. Il y a une documentation. La voix de mon père est devenue mielleuse, plus basse. Écoutez, a-t-il dit. Elle a toujours eu des épisodes. Nous sommes inquiets pour l'enfant. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux. Une autre interruption. Ce qu'il y a de mieux, a dit l'agent Moreau, c'est que vous ne les approchiez pas. Puis j'ai entendu du mouvement, des pas, des radios, le bruit de la sécurité changeant de position. Et puis la voix de mon père a changé. Pas plus calme, plus tranchante. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma petite fille. Une pause. Puis l'agent Moreau a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je ne vous en empêche pas, a-t-il dit. Un juge le fera. Pendant une seconde, l'air a semblé immobile, même à travers le rideau. Ma fille était de nouveau pressée contre mon flanc, les yeux écarquillés, écoutant des sons qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ressentait dans ses os. J'ai gardé mon téléphone en train d'enregistrer. Puis j'ai entendu l'agent Moreau poser la question qui importait le plus. Celle qui transforme une histoire en une affaire judiciaire. Où est le contenant que vous avez utilisé, a-t-il dit, pour verser cette substance dans sa boisson? Mon père a ri. Trop vite. Je n'ai rien versé. Une pause. Puis la voix de l'agent est devenue plus froide. Votre petite fille nous a dit qu'elle avait vu une petite bouteille, a-t-il dit. Et le rapport du médecin dit que la substance est compatible avec un médicament sédatif. Silence. Puis la voix de ma mère, paniquée, précipitée. On ne sait pas de quoi elle parle. Elle ment. Ce n'était pas un déni. C'était de la peur. Le genre qui apparaît quand les gens réalisent que la pièce n'est plus contrôlée par la hiérarchie familiale. Puis j'ai entendu l'agent dire la phrase qui a serré mon estomac de vindicte et d'effroi en même temps. Monsieur, a-t-il dit, la sécurité de l'hôpital a examiné les images des caméras à la réception. Vous êtes arrivé ici en exigeant l'accès et en prétendant qu'elle était instable. C'est documenté. Image de caméra, pas ma parole contre la sienne. Puis le rideau a bougé et l'agent Moreau est rentré dans la pièce. Son visage était calme, mais ses yeux étaient perçants. Il m'a regardé en premier. Madame, a-t-il dit doucement. Je vais être honnête. Sur la base de la documentation du laboratoire et de la déclaration de l'enfant, cela dépasse le cadre d'un différend familial. Je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché la tête une fois. Il a continué, j'ai demandé à votre père de consentir à une fouille de son véhicule pour la bouteille, a-t-il dit. Il a refusé. Mon cœur a fait un bond, et puis il a ajouté, il a essayé de partir. Partir. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est ce que font les gens quand l'histoire cesse de leur obéir. L'agent Moreau a regardé le médecin. Docteur, j'ai besoin d'une copie de votre rapport, a-t-il dit. Et de la documentation de la chaîne de traçabilité. Le médecin a hoché la tête. C'est prêt. Puis l'agent Moreau m'a regardé à nouveau. La protection de l'enfance envoie un travailleur de garde. Il a dit, pas pour retirer votre enfant. D'après ce que nous avons, vous avez agi de manière protectrice. Ils viennent pour documenter et pour établir un plan de sécurité qui tient votre père à l'écart. Un plan de sécurité? Un bouclier de papier. Le genre que mon père ne pourrait pas traverser avec son charme. Les yeux de ma fille se sont remplis à nouveau. Est-ce que j'ai des ennuis, a-t-elle chuchoté. Je me suis accroupi à son niveau, la voix douce, stable. Non, ai-je dit. Tu m'as sauvé. Elle a dégluti difficilement. Est-ce que papy va être fâché? J'ai embrassé son front. Papy a fait un choix, ai-je dit doucement. Maintenant, les adultes s'en occupent.
L'agent Moreau s'est approché. J'ai besoin que vous preniez une décision tout de suite, a-t-il dit. Voulez-vous porter plainte? Les mots sont restés suspendus dans l'air. Pendant des années, j'avais été entraîné à éviter ça, à garder ça à l'intérieur, à protéger l'image de la famille. Mais mon père avait franchi une ligne devant mon enfant. Il n'avait pas seulement essayé de me contrôler. Il avait essayé de me faire paraître inapte pour pouvoir prendre mon enfant. Ce n'était pas un malentendu. C'était une intention. Oui, ai-je dit. Je le veux. L'agent Moreau a hoché la tête une fois comme s'il s'y attendait. D'accord, a-t-il dit. Alors voici ce qui se passe ce soir. Vous et votre enfant partez par une sortie sécurisée. Vous ne retournez pas dans cette maison. Nous vous escorterons. L'échantillon reste à l'hôpital sous chaîne de traçabilité. La protection de l'enfance documentera la déclaration de l'enfant et nous déposerons un rapport. Il a fait une pause. Et on dira explicitement à votre père qu'il ne doit pas vous contacter ni approcher votre enfant. J'ai senti ma poitrine se serrer, pas de peur, mais du poids de l'avoir enfin dit à voix haute. Bien, ai-je chuchoté. La travailleuse sociale est arrivée 1 heure plus tard, calme, fatiguée, humaine. Elle a parlé doucement à ma fille, a enregistré sa déclaration d'une manière sûre pour une enfant, et ne l'a pas une seule fois fait se sentir coupable de dire la vérité. Elle m'a regardé après, et a dit doucement, vous avez tout fait correctement. Puis elle m'a tendu un papier avec un numéro de dossier et une ligne d'assistance en dehors des heures de bureau. Et la ligne la plus importante, pas de contact, pas d'interaction non supervisée. Ne divulguez pas votre emplacement. Quand nous avons finalement quitté l'hôpital, il faisait nuit dehors. L'air semblait plus froid, plus vif, plus propre. L'agent Moreau nous a accompagnés jusqu'à la voiture comme si nous étions des preuves à protéger. Avant de fermer la portière, il m'a regardé et a dit une dernière chose. Madame, votre père n'arrêtait pas de répéter, elle est instable. Je l'ai fixé. Et, ai-je demandé. La voix de l'agent est restée calme. Et c'est exactement pour ça qu'il voulait que vous le buviez, a-t-il dit. Parce que si vous aviez l'air instable, personne ne vous aurait cru. Je suis restée assise là un moment après son départ, ma fille endormie sur le siège arrière, son petit visage enfin détendu, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la gorge. Mon enfant n'était pas seulement un témoin. Elle était la raison pour laquelle j'étais encore aux commandes de ma propre vie. Mon père voulait une histoire où je paraissais diminuée, émotive, dangereuse. Au lieu de cela, la seule histoire enregistrée était simple. Une enfant de 6 ans a dit la vérité. Un hôpital a scellé la preuve.